Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors, cette émission va être un peu particulière car jusqu'à maintenant nous avions toujours un dialogue avec un intervenant et nous essayons de réfléchir sur un sujet particulier. Vous nous avez envoyé de nombreuses questions et nous avons pensé qu'il était temps de répondre à ces questions et donc de revenir sur quelques émissions que nous avons déjà réalisées pour préciser tel ou tel point ou alors répondre directement à vos questions. Nous avons des questions qui touchent vraiment les émissions que nous avons réalisées et nous aurons une question qui est un peu hors sujet, je dirais, une question qui concerne davantage de l'ordre de la culture générale que nous aborderons plus tard. Alors, nous allons rentrer maintenant dans notre première question et cette question concerne l'émission que nous avons eue sur la conscience. Alors, la première question, elle est la suivante. Je vous la lis comme elle nous a été donnée. L'intervenant sur la conscience a dit que nous devions agir comme tout le monde dans notre culture. Est-ce que tous les actes que permet la société sont bons? Alors c'est une question effectivement très intéressante, mais revenons d'abord à ce que disait exactement Bernard East. Ce qu'il nous disait, je crois que c'est un peu différent. On l'écoute. Je dirais, c'est ta culture. Parce qu'il y a dans ta culture, que tu vives en Algérie, au Madagascar, au Liban, il y a une espèce de synthèse, de sagesse, etc., qui fait partie de ta culture et qui doit aussi t'inspirer. Je disais que l'être humain est un être social, qui a besoin des autres pour grandir, pour évoluer. Notamment, tout ce que tu as à faire toi-même, ce que moi je dois faire, mais tu le fais en relation avec un groupe plus large que tien, que ce soit ta famille immédiate. Et pour ça, quand je disais, par exemple, le petit garçon, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, bien, ça prend toute l'éducation de sa famille. Par exemple, petit gars ou la petite fille de 4-5 ans, tu veux un bonbon, là, puis le bonbon que tu aimes, c'est merveilleux. OK. Mais est-ce que ta mère ou ton père ou ton grand frère te dit non, non, tu ne manges pas le bonbon parce que dans 5 minutes, on se met à table pour manger. Si dans 5 minutes avant de manger le repas, tu as pris 4-5 bonbons ou des chocolats, que si tu veux, comment tu peux manger ou apprécier ou avoir faim pour le bon repas qui a été préparé? Donc, tu sais, je me dis, il y a cet aspect-là aussi des autres, de ta culture, des spécialistes dans ton domaine. Je reviens à mon exemple du médecin. Bon, mais regarde aussi, toi, tu es médecin, regarde les pratiques, ce que le collège des médecins dit sur telle affaire, ou tu es avocat, ou tu es notaire. Bien, regarde, il y a tout. Par exemple, on regarde en droit, il y a toute la question de la jurisprudence qui est importante. Alors maintenant que nous nous sommes remis dans le contexte de ce qu'il disait, eh bien, nous pouvons voir à travers l'émission un début de réponse. Et donc, je vous propose de tout de suite écouter un début de réponse de la question qui nous était posée. Est-ce que tout agir en fonction de notre culture est bon? Est-ce que, à travers ces propos, nous n'allons pas trouver un début de réponse? On l'écoute. Moi, je pense que la conscience, cette loi qui est au plus profond de moi-même, quand je prends le temps de réfléchir, c'est quelque chose de merveilleux et c'est, je crois, ce qui est le plus digne chez l'être humain. Mais ma conscience peut se tromper sans pour autant perdre sa dignité. Elle demeure toujours digne, mais je dois aussi, ma conscience, la former. Par exemple, je regarde le mur derrière moi. Il est blanc, je pense, plus ou moins blanc. Bon, les gens qui sont ici, il y a 25 personnes qui vont passer dans mon appartement, puis ils vont dire, non, non, Bernard,
toi, tu vois ce mur, tu le vois blanc, mais dans le fond, il est vert. Alors, je me dis, minute, moi, je le vois blanc. En conscience, quand je dis ce mur-là, il est blanc, je suis honnête, je le vois blanc. C'est peut-être un problème de mes lunettes, un problème plus profond d'ophtalmologie, tout ça. Peut-être que j'ai une maladie de l'œil, quelque chose, ou peut-être que, si tu veux, moi, dans ma famille immédiate, bien ça, on a dit que c'était vert. Bon. Mais non, on a dit que c'était blanc, puis dans le fond, c'est vert. Alors, je me dis, objectivement, je peux me tromper, mais subjectivement, j'ai raison dans le sens que je suis vrai. J'obéis à ce que je vois. Et dans ce sens-là, ma conscience, elle est bonne, elle est vraie, mais qu'est-ce que je dois faire pour la corriger? Ben, c'est peut-être de me faire mettre d'autres lunettes, faire augmenter la force de mes lunettes, et surtout, je dirais, sur des affaires comme plus sérieuses, là, ça serait de consulter. Bon, moi, par exemple, supposons que je suis médecin, chirurgien, je suis au début de ma chirurgie, j'ai une décision très grave à prendre sur cette personne-là, quel type de chirurgie je fais, puis tout ça. Je suis un jeune chirurgien, j'ai eu une formation, c'est sûr, une formation théorique, puis aussi une formation pratique, mais le cas est tellement difficile que est-ce que je forme ma conscience? Ça veut dire, est-ce que, si j'ai le temps, si ce n'est pas une urgence, la personne est en train de mourir, je consulte tel et tel autre chirurgien beaucoup plus compétent que moi. Écoute, il y a tel symptôme, moi je pense que je dois faire ceci, pour m'aider à former moi ma conscience. Ma conscience, c'est pas juste comme moi tout seul, j'ai pensé, puis là j'ai raison, puis non. Ta conscience, tu dois la former. Ta conscience, tu dois l'exercer dans la réflexion, dans le calme, pas sous le coup de l'émotion, pas sous le coup de la passion, et voir aussi qu'est-ce qu'en moi peut la déformer. Par exemple, certains vont prendre un verre de boisson, c'est bon. Certains ont comme on dit, le vin triste. D'autres ont le vin joyeux. Certains, après 3 ou 4 verres de gin, ils n'ont plus peur de rien ou deviennent agressifs. Mais ça, c'est moi qui me connais tranquillement. Quand je prends un verre ou 2 verres ou 3 verres de boisson, est-ce que mon jugement est altéré, déformé, que je perds une partie de la réalité de ce que c'est? Alors, c'est pour ça que la conscience, elle est belle, elle est digne, elle est merveilleuse, et on doit toujours respecter la conscience de quelqu'un. Je parle avec toi d'un sujet, par exemple, très précis que tu as à vivre dans ta vie personnelle, tu y as réfléchi, tu as consulté, puis à un moment donné, tu me dis, moi, ce que je pense que je dois faire, c'est ceci et pas ça, là, pas cela. Éviter ceci, faire cela. Et moi, je dois respecter ça. Même si je pense que tu te trompes, même si 25 personnes avec moi, qui sont aussi brillants que toi et moi ensemble, et même plus brillants, disent « Non, Bertrand, c'est pas correct ton jugement, mais c'est toi qui, au terme, as raison. Tu dois aller selon ta conscience. Quand tu as pris tous les moyens pour l'éduquer, la former, c'est pas sur le coup de la passion ou tu es énervé, tu es enragé, tu as été blessé dans telle et telle situation, physiquement, moralement, intellectuellement, peu importe. Mais tu as pris le temps de réfléchir, ta conscience reste toujours digne. Alors nous avons écouté ce qu'il nous a dit au moment de l'émission, mais j'aimerais souligner quelques petits points parce qu'on ne va pas reprendre l'intégralité évidemment de l'émission. Notons notamment l'importance de la répétition qu'il aura faite durant cette émission, que l'ultime responsable, eh bien c'est vraiment chacun d'entre nous. Nous sommes chacun responsables de notre conscience. Et il insiste beaucoup sur le fait de se former et aussi sur le fait que on doit rendre des comptes. On est, nous, responsables, non seulement devant la loi des hommes, mais aussi devant nous-mêmes. En effet, c'est nous-mêmes qui devons, face à nous-mêmes, nous dire si oui ou non l'acte que nous allons poser est bon ou pas. Ce n'est pas parce que une loi autorise à poser tel acte
que cet acte est réellement bon. Il faut bien comprendre qu'effectivement, il y a ce que la loi autorise et ce qui est bon. Il peut y avoir, et nous l'avons vu aussi dans l'émission sur la justice, il peut y avoir un détournement ou un éloignement par rapport effectivement entre la loi et ma conscience. La loi autorise des actes, mais ce n'est pas parce que cette loi autorise des actes que ma conscience va estimer que cet acte est juste, bon et sain. En effet, ce qui peut être bon pour mon voisin peut être extrêmement néfaste pour moi-même. Je vais donner un exemple assez simple. Si je suis un ancien alcoolique, eh bien j'ai avantage, et que j'ai arrêté, j'ai avantage à ne pas boire même un petit verre d'alcool, car je risque tout de suite de retomber. Alors que pour mon voisin, qui lui n'a jamais été alcoolique et qui est indifférent à l'alcool, eh bien peut-être que ce petit verre lui fera du bien et lui permettra de s'humaniser davantage, alors que pour moi, cet acte me déshumanisera. Ainsi, pour répondre à la question, eh bien je dirais assez simplement que ce n'est pas parce que tout ce qu'autorise la société est bon, eh bien, pour répondre à la question, ce n'est pas parce que la société autorise quelque chose que cela est bon. Il faut vraiment former notre conscience et revenir, j'allais dire, au plus profond de notre cœur, de ce que nous dit notre conscience, l'écouter. J'espère que nous avons répondu à cette question sur la conscience et nous allons aborder une autre question. Une question qui n'a absolument rien à voir avec les émissions que nous avons abordées, mais qui quand même, nous avons estimé qu'elle valait intérêt et qu'elle méritait que nous y répondions. Cette question était de savoir qui était théologien. Alors en fait, oui, nous n'avons jamais parlé de théologie dans l'émission choisie, mais on a reçu cette question, donc on y répond. Qui est théologien? Eh bien, c'est très simple. Le terme théologien vient du terme théos, Dieu, et logos, le verbe. Donc, tous ceux qui parlent de Dieu sont théologiens. Ça peut être de la théologie catholique, de la théologie chrétienne, mais ça peut être de la théologie du judaïsme, de l'islam ou de toute autre religion qui parle de Dieu. Puisque théologien, ça veut dire parler de Dieu. Je dirais aussi, pour souligner cela, que dans la religion catholique, il y a un exemple très marquant de la théologie ou de la personne théologienne, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une jeune femme qui ne voyait pas comment parler de grande théologie, de Dieu en de très longs discours. Et sa supérieure lui a demandé tout simplement de rédiger ce qu'elle pensait. Et elle dit dans ses écrits qu'elle ne voit pas comment aller jusqu'à Dieu par la science. Alors elle dit, je prends la petite voie. Et cette petite voie, parce que je suis une petite. Et elle développe ce qu'on appellera le chemin, la voie de la petitesse. Et elle deviendra au final, après sa mort, l'Église catholique reconnaîtra que c'est une des grandes théologiennes, certains iront même jusqu'à dire une des plus grandes théologiennes du XXe siècle. Et pourtant, elle n'avait pas de bac en théologie et elle n'avait aucun diplôme tant en théologie que dans quelque matière que ce soit, puisqu'elle est rentrée extrêmement jeune au couvent, à 15 ans, et elle est morte dans la vingtaine. Donc voilà, j'espère que nous avons aussi répondu à cette question qui était un peu hors sujet par rapport aux émissions choisies, mais nous avons estimé qu'elle était importante et que nous pouvions y répondre. Autre question sur la musique. Vous vous souvenez
que nous avions reçu un musicien, compositeur qui nous avait parlé vraiment de la musique. Et la question que nous avons est, est-ce que la musique influence réellement notre comportement? Alors je dirais par rapport à cette question qu'il y a plusieurs points de vue. Et de fait, c'est un peu ce que nous avions abordé avec le musicien-compositeur. La première chose, et là nous en avons beaucoup parlé, c'est la musique métal qui risque de nous énerver un peu, et la musique classique ou la musique douce qui effectivement va nous détendre. Mais nous pouvons aller plus loin car la musique en tant que telle nous poursuit partout. En effet, à la télévision, au moment des interludes publicitaires, eh bien, vous remarquerez que toutes les publicités sont marquées par la musique. Elles ont toutes une petite signature musicale, un petit refrain qui revient régulièrement et qui va nous suggérer telle ou telle marque. D'ailleurs, les plus grandes marques ont leur signature musicale. Les restaurants rapides sont très réputés justement pour cette petite musique qui fait qu'effectivement tout de suite on associe cette musique avec le restaurant. Eh bien, à ce moment-là, oui, nous sommes influencés, car cette musique, automatiquement, va être répétée, 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 et cette répétition va rentrer un peu comme un verre pénètre dans une pomme. Et cette pomme serait notre cerveau, et ce refrain musical serait effectivement ce verre qui pénètre dans la pomme. Et il va faire son trou, il va l'habiter, et même si c'est de manière inconsciente ou de manière complètement cachée à nous, les refrains musicaux vont nous pénétrer. Alors, il faut savoir nous débarrasser de cela. Pour se débarrasser de ces refrains musicaux, il y a plusieurs méthodes. L'un d'eux peut être d'associer une musique avec quelque chose, la musique que nous entendons. Je prendrai l'exemple des restaurants rapides qui ont une musique très forte et qui passent même quand on va manger chez eux, on entend cette musique. Eh bien, à ce moment-là, on peut inventer des paroles ou on peut l'associer à quelque chose de déplaisant. Et à ce moment-là, nous ne serons plus influencés par la musique de ce restaurant rapide. Autre moyen aussi, il est d'apprendre quelque chose. Et donc, de se dire, si on veut apprendre les tables de multiplication, eh bien, de donner aux tables de multiplication le rythme de cette musique. Ainsi, à la fois, nous n'associons plus la musique que nous entendons de manière répétitive à une marque, mais aux tables de multiplication, et ainsi, nous augmentons notre connaissance. J'espère avoir répondu à cette question sur la musique et savoir si nous étions influencés. La réponse est oui, nous sommes toujours influencés par ces musiques et nous devons, si nous voulons grandir en liberté, bien trouver un moyen de nous débarrasser de cette influence. Car plus nous sommes influencés, forcément, moins nous sommes libres. Alors, on pourrait aussi parler de la liberté qui est toujours sous influence. On ne peut pas être dégagé de toute influence, mais il est important de choisir sur quelle influence nous voulons agir. Est-ce que c'est une influence qui dépend de nous ou est-ce que nous voulons être soumis à d'autres influences qui seraient extérieures à nous-mêmes? Voilà pour cette question. Une autre question qui nous est posée est une question sur l'opposition. Est-ce que nous devons manifester pour nous opposer aux lois mauvaises qui nous sont proposées? Alors c'est une question effectivement très politique et il ne s'agit pas pour nous de répondre à des questions politiques. Nous n'avons pas fait d'émission politique et il n'est pas question pour nous de faire d'émissions politiques. J'aimerais seulement souligner un point, c'est que l'opposition,
Et là, on va céder de graphique, mais l'opposition, bien souvent, va dans la même direction que la loi qui est proposée. Elle en prend le sens opposé, mais elle est dans la même direction. Et à ce moment-là, je pense aux personnes qui font du judo, et bien souvent, l'opposition ne fait que renforcer le projet de loi ou l'action qui veut être menée par tel ou tel gouvernement ou tel parti politique. Et l'opposition, en fait, récupère, enfin le parti en pouvoir, le parti qui veut faire pousser une voix, récupère la force de l'opposition pour le retourner à son avantage. C'est ainsi que le judo est pratiqué, parce que, en fait, ce n'est que dans la même direction que les deux agissent. Même s'ils vont dans des sens contraires, ils vont dans la même direction. Vous voyez qu'ils restent sur la même ligne, mais ils vont dans des sens contraires. Et donc, l'objectif, bien souvent, est de quitter cette direction pour partir vers d'autres directions. À ce moment-là, l'opposition est beaucoup plus forte, parce qu'il n'y a plus de même direction, mais il y a non seulement une direction différente, mais il y a un sens différent. Je soulignerai pour cela, en France, le mouvement des veilleurs, qui sont des personnes qui se mettent debout devant des bâtiments publics, de l'administration publique, et qui effectivement ne brandissent aucune pancarte, ne font pas une manifestation, mais juste un signe d'opposition, et qui restent des jours et des nuits, puisque ça fait maintenant plus d'1 an qu'effectivement ce mouvement est lancé, des veilleurs, et qui vraiment font de la véritable opposition. Non plus seulement en termes de direction, mais aussi en termes de sens. Alors, pour répondre à la question manifester pour s'opposer à un projet de loi, eh bien, je ne sais pas si c'est très utile, mais je conseillerais plutôt de prendre un sens et une direction différente, un peu comme je le disais à l'exemple des veilleurs en France. Alors, nous allons prendre la dernière question pour cette émission. C'est une question qui se réfère à l'émission que nous avons faite sur la consommation éthique. La question est extrêmement simple. Est-ce qu'il est correct d'acheter des cadeaux à Noël? Effectivement, Noël est une période où on achète beaucoup de cadeaux à droite et à gauche pour ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Et la question est vraiment intéressante. Est-ce qu'il est correct d'acheter des cadeaux pour Noël? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première, je dirais, est d'emblée, si on reprend les critères qui nous étaient proposés par Christian qui faisait l'émission, Christian Guérard, eh bien, il nous donnait comme premier critère pour consommer de manière éthique la proximité. Il disait, on peut acheter des choses si on connaît le fabricant, si effectivement on sait que c'est autour de nous, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un tampon marqué éthique que la consommation est éthique, est verte, est écologique. Et que bien souvent, les cadeaux qu'on va acheter en plastique qui viennent de très loin ne sont pas très écologiques et ils ont été parfois fabriqués par des enfants, par des personnes qui versent leur sang même pour fabriquer ces cadeaux. Et on est loin de la magie de Noël. Alors, si on respecte ce critère de proximité, proximité géographique, mais aussi proximité de connaissance, si je connais, même si la personne habite à l'autre bout du monde, personnellement, je connais un fabricant d'objets en bois qui vit à Madagascar, eh bien, oui, je sais que je peux acheter de manière très éthique à lui parce que je sais qu'en achetant ces objets en bois, eh bien, je ferai vivre sa famille et ma consommation sera éthique. Donc, je dirais oui d'un certain point de vue. D'un autre point de vue, eh bien, c'est aussi oublier ce qu'est Noël. Et là, je me référerai plus à l'émission que nous avons faite sur l'image. En effet, l'image nous a été transformée. Aujourd'hui, on nous dit Noël, c'est les cadeaux.
Or, en fait, Noël n'a pas toujours été les cadeaux. Noël a d'abord été, en premier lieu, une fête pour célébrer la naissance de Jésus, pour les chrétiens. Et effectivement, au cœur de la nuit, puisque vous savez que au moment où nous fêtons Noël, eh bien nous sommes au plus profond dans l'hémisphère nord, nous sommes dans les nuits les plus longues. Et l'idée était de dire, eh bien au moment où les nuits sont le plus sombres, eh bien on fête la lumière. Jésus étant la lumière qui vient dans les ténèbres. Alors, traditionnellement, Noël était le moment où on réunissait la famille et ce n'était pas le moment des cadeaux. Les cadeaux sont venus après. Alors, si on se réfère à l'émission que nous avons faite sur l'image, eh bien, offrir des cadeaux va dépendre de l'image que l'on veut donner à Noël. Est-ce que l'on veut que Noël, ce soit une fête commerciale ou alors est-ce qu'on veut que ce soit une fête plus familiale où à ce moment-là, l'important n'est pas tellement le cadeau que le fait d'être ensemble, le fait de se réunir, de se retrouver en famille. Je pense que c'est important, et bien sûr, de manger en famille. On pourrait, et je pense que bientôt nous aurons une émission sur l'importance du repas, l'importance de manger ensemble. On est en train de préparer cela. Et donc, on pourrait voir quel point de vue on veut faire. Il n'est pas facile pour moi de répondre à cette question de savoir si c'est correct d'acheter des cadeaux ou pas, car aussi on vit dans une culture et peut-être que quelqu'un peut être blessé de ne pas avoir de cadeaux, et donc l'amour que l'on porte à cette personne pourrait être blessé par le manque de cadeaux. Mais je crois qu'il est important de bien resituer les choses et qu'on n'est pas obligé d'acheter le cadeau le plus cher et le plus en vogue pour montrer notre amour. Merci beaucoup pour l'intégralité de vos questions. Il est sûr qu'effectivement, nous n'avons pas répondu à toutes. Nous avons sélectionné celles qui nous semblaient le plus intéressantes et le plus significatives. Vous pouvez les envoyer, vous pouvez nous contacter soit par courriel, soit par téléphone, ou encore tout simplement en venant à TVC7 pour nous les transmettre. Nous y répondrons soit directement par la télévision ou alors en vous écrivant simplement. Merci, à la semaine prochaine.